Nous n'allons pas détailler maintenant les mécanismes de protection des droits de l'homme puisque ce sujet sera étudié ultérieurement en détail avec notamment l'apport de témoignages d'experts et de spécialistes. Non. Ici, l'idée est plus modestement de mettre le concept de protection internationale en lien avec les sources des droits de l'homme, qui sont l'objet de notre séance de cette semaine, afin d'illustrer le rôle et l'importance du rôle qui revient à ces procédures, non seulement, certes, dans le contrôle du respect des droits de l'homme, comme on l'a dit à plusieurs reprises, mais aussi, et peut-être surtout à ce stade, dans leur concrétisation, dans leur mise en œuvre, et parfois même, vous allez le voir, dans leur reconnaissance. En d'autres termes, l'idée ici, c'est de dire que le processus de contrôle du respect des droits de l'homme joue un rôle déterminant dans le concept même de ces droits. C'est en effet un élément caractéristique des droits de l'homme, c'est leur concision. Souvent, le plus souvent, les droits de l'homme sont en effet proclamés, consacrés, reconnus par de simples phrases qui révèlent et mettent en exergue les valeurs et les comportements à protéger, mais sans en dire plus. Ils donnent en quelque sorte un point de départ, un input pour une phase ultérieure, celle de leur mise en œuvre, qui appelle un processus extrêmement important d'interprétation et de concrétisation. Un exemple pour illustrer le propos, le droit à la vie est protégé par le pacte international relatif aux droits civils et politiques, par la Convention américaine des droits de l'homme, par la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, ou par la Convention européenne des droits de l'homme, qui tous ces instruments consacrent ainsi une valeur fondamentale dont je pense personne ne contestera qu'elle constitue, le droit à la vie, le point de départ du respect de tous les autres droits de l'homme. Ça, on le comprend bien. Mais, au fond, quand la vie commence-t-elle juridiquement? À partir de quel instant un être en gestation acquiert-il la qualité d'être humain au sens du droit? Et puis quand la vie finit-elle? Le droit à la vie est-il, en d'autres termes, également porteur d'un devoir, le devoir de vivre à tout prix et en toutes conditions, ou bien cette garantie comprend-elle aussi le droit de ne pas vivre, c'est-à-dire le droit de mettre fin à ses jours et au besoin de bénéficier d'une assistance éventuellement active pour mettre fin à ses jours. Chacun conviendra que ces questions sont littéralement fondamentales, cruciales, puisque le statut juridique du droit à la vie permet de déterminer et d'évaluer la conformité de législation nationale telles que l'interruption volontaire de grossesse, le recours à certaines formes de traitement thérapeutique en fin de vie, ou même de l'assistance au suicide par rapport au droit à la vie garanti par le droit international des droits de l'homme. Les instruments de protection des droits de l'homme n'ont pas vocation à répondre eux-mêmes de manière catégorique et définitive à ces problématiques aussi complexes que délicates. Ils marquent, ces instruments, à travers les garanties qu'ils consacrent, le point de départ d'une réflexion qui porte sur le respect des valeurs les plus précieuses de la dignité humaine. Ces questions peuvent être abordées à l'occasion de situations pratiques, de cas concrets, lors desquels elles suscitent des interrogations et elles peuvent appeler des réponses qui d'ailleurs peuvent évoluer assez fondamentalement dans le temps et dans l'espace. Par définition, donc, les réponses aux questions de ce genre, portant sur l'envergure du droit à la vie, son point de départ, ses limites éventuelles et le moment à partir duquel ce droit cesse de déployer ses effets juridiquement, ces réponses reviennent par définition aux organes nationaux, puis aux organes internationaux chargés d'assurer le respect des droits de l'homme. Voilà où nous voulons en venir. Le processus d'interprétation et de concrétisation des droits de la personne humaine
représente, à notre sens, une tâche au moins aussi considérable, aussi importante que la consécration normative de ces droits. En d'autres termes, le processus d'interprétation et de mise en œuvre de ces garanties, via les mécanismes que nous allons étudier ultérieurement, est indissociable des sources mêmes des droits de l'homme. Ce qui signifie que la pratique des droits de l'homme, en aval de leur consécration par le processus de reconnaissance via des traités internationaux, est au moins aussi importante que leur consécration. Je prends un autre exemple pour illustrer le propos. Il s'agit de l'interdiction de la torture qui est présente dans tous les instruments internationaux de protection des droits de l'homme. À teneur de l'article 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, par exemple, je cite, « Nul ne sera soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. » L'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, l'article 5 de la Convention américaine des droits de l'homme et l'article 5 également de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples ont une teneur globalement comparable. Ce qui est intéressant, c'est de voir que des dispositions comme celle-ci, qui sont elles aussi naturellement fondamentales, littéralement attachées à l'existence humaine et au respect de la dignité humaine, l'interprétation de ces dispositions peut subir une évolution au cours du temps. La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme de Strasbourg est assez intéressante à cet égard. Par exemple, qu'est-ce qui distingue la torture d'un traitement entre guillemets simplement inhumain ou entre guillemets toujours simplement dégradant? Les instruments de protection des droits de l'homme n'apportent pas de réponse à cette question. C'est en l'occurrence le juge européen, le juge international, qui a dû, au cours d'une jurisprudence évolutive, préciser qu'il existe une gradation dans l'intensité de la souffrance et de l'atteinte à la dignité humaine entre la notion de traitement dégradant, puis, plus grave, de traitement inhumain, et puis finalement l'existence d'un cas de torture. Et on voit bien qu'il n'y a guère que la casuistique, au gré des cas révélés par des situations dans lesquelles une disposition comme l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme peut être amenée à s'appliquer, sont de nature à permettre d'apporter des réponses à ce genre de questions. Plus encore, la Cour de Strasbourg a également précisé que l'interdiction de la torture revêt un caractère absolu et qu'elle ne s'accommode d'aucune espèce de restriction ou de dérogation. Il n'y a pas de pesée des intérêts possible dans ce domaine. La torture, c'est l'enseignement des conflits liés à la Seconde Guerre mondiale qui trouvent ici leur consécration normative. L'interdiction de la torture est inconditionnelle. Plus encore, la Cour européenne des droits de l'homme a eu l'occasion de préciser dans un arrêt de principe rendu au mois de juillet 1989, l'arrêt Söring, qui fait l'objet de la documentation que vous deviez préparer pour aujourd'hui, eh bien, la Cour de Strasbourg a eu l'occasion de préciser que l'interdiction de la torture déploie non seulement des effets internes, des effets nationaux, bien entendu, mais qu'elle déploie aussi des effets extraterritoriaux à travers la reconnaissance d'un principe qui a acquis la valeur de règle impérative contraignante du droit international, le principe du non-refoulement. En d'autres termes, dans cette perspective, un État européen susceptible, c'était le cas dans l'affaire Söring, de livrer ou de remettre à des autorités non européennes, donc non parties à la Convention européenne des droits de l'homme, une personne, en sachant que cette personne encourt vers le lieu de destination qui lui est destiné, vers le lieu de sa destination, qu'elle encourt une violation, un risque de violation de l'interdiction de la torture, eh bien, une situation de ce genre peut engager la responsabilité de l'État qui extrade, qui renvoie, qui refoule, qui éloigne, alors même que l'État qui commettra lui-même la violation du droit en cause n'est pas partie à la Convention européenne des droits de l'homme. Plus encore, dans un arrêt de principe extrêmement important lui aussi, rendu en 1988
par la Cour interaméricaine des droits de l'homme. C'est un arrêt qui fait aussi l'objet de la documentation que nous vous avons demandé de lire pour aujourd'hui. Eh bien, la Cour de San José de Costa Rica a précisé que l'interdiction de la torture, ce n'est pas seulement l'interdiction pour un agent de l'État de se livrer à des actes de torture. Il y a bien sûr ce volet matériel qui est inhérent et prioritaire à l'interdiction de la torture, mais il y a aussi un volet procédural qui est intégré à l'interdiction de la torture. En d'autres termes, les États ne sont pas seulement responsables en cas d'atteinte au droit de ne pas être torturés, ils assument également une responsabilité de nature procédurale et doivent conduire, d'après le droit international des droits de l'homme, une enquête indépendante, approfondie et effective, impliquant à cet effet des moyens qui peuvent être considérables, afin d'identifier les personnes responsables de cas de torture si l'allégation d'un traitement de ce genre est présentée d'une façon défendable, de manière à identifier et à punir les auteurs de cette violation. Ces précisions ont été rendues possibles, eh bien, on le voit bien, par les procédures et grâce aux procédures internationales de contrôle qui visent à rendre opérantes, si je puis dire, concrètes et effectives les garanties figurant dans les instruments internationaux de protection des droits de l'homme. En d'autres termes, la pratique de ces organes, la pratique judiciaire, la jurisprudence issue de ces cours internationales de justice, ou bien plus largement la pratique des organes chargés d'assurer le respect des droits de l'homme, même lorsqu'ils n'ont qu'une fonction quasi-judiciaire, représente une source de protection des droits de l'homme qui permet utilement non seulement de révéler le contenu de ces garanties conventionnelles, mais au besoin de les interpréter et même de compléter leur protection en les adaptant aux nécessités de la vie contemporaine. La jurisprudence, la casuistique, la pratique internationale en matière de droits de l'homme représente ainsi, elle aussi, une source, certes dérivée, mais incontestablement une source destinée à compléter et à renforcer leurs effets juridiques.